Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de Smart Invest. Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Mais Smart Invest, c'est aussi un programme d'apprentissage où 4 participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions. Et au programme de cette émission, justement, nous ferons tout d'abord le point avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro, sur l'évolution des portefeuilles des 4 participants, donc au programme d'apprentissage. Ce programme d'apprentissage qui, on le rappelle, a lieu en parallèle de l'émission via des portefeuilles virtuels sur la plateforme eToro. Nous regarderons dans un instant quels ont été leurs choix, est-ce qu'ils ont été surpris par les évolutions de marché ou est-ce qu'il y a eu des questionnements particuliers. Nous en parlerons donc avec Antoine Fraisse-Soulier, mais aussi avec l'une des 4 participantes, puisque Flavie Voyer nous rejoindra ensuite en plateau. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Sébastien Thévou-Chabuel, Head of Responsible Investment chez Comgest, qui nous rejoindra donc dans Markets Academy. Nous évoquerons avec lui une question que se posent beaucoup d'épargnants à l'heure actuelle. Comment mettre en place une stratégie d'investissement responsable? Une question qui nous amènera à évoquer la démarche ESG au sens large, mais aussi les outils que l'on peut utiliser à son niveau individuel pour créer la stratégie d'investissement la plus en phase avec ses valeurs. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Tendance et Figure, notre rendez-vous dédié à l'analyse technique, nous serons rejoints par Marc Daguer, président fondateur de DT Expert, afin de détailler les figures de continuation en analyse graphique. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Smart Invest. Nous commençons avec un débrief des 3 premiers mois du programme d'apprentissage où 4 participants s'essayent à l'investissement sur les marchés financiers sur la plateforme eToro via un portefeuille virtuel. On débriefe avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. 3 premiers mois se sont écoulés depuis effectivement le début de ce programme d'apprentissage. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'évolution des investissements des participants? On peut dire que l'ensemble des participants ont profité de la remontée des marchés. C'est vrai que le mois d'octobre a été très bon, mais le mois de novembre également. Les marchés ont repris entre 8 et 10%. Et nos participants en ont profité, notamment Marie-France Pedroni, qui est en tête en termes de performance, qui a plus 4,5% sur son portefeuille, qui est un portefeuille très diversifié, que ce soit actions, matières premières, mais également crypto-monnaies. Marie-France a profité aussi d'un achat sur l'indice S&P 500, qui est le principal indice américain. Elle a acheté quasiment au point bas et ensuite donc elle en a profité. Donc elle est en hausse de 4,5% comme je le disais. Ensuite, on a également Mathieu Ilouz qui lui a une approche totalement différente puisqu'il n'investit que sur des ETF. En DCA. Il nous l'avait expliqué le mois dernier sur le plateau Smart Invest. Voilà. Oui. Et lui a une performance à peu près de 3,5%. Donc il est aussi positif depuis le début du programme. Ensuite, on va retrouver Flavie qui, elle, est légèrement négative. Elle est à moins 2%. Donc ce qui est pas trop mal, puisque quand on regarde quand même l'évolution des marchés, quand même, depuis le début de l'année, ils sont quand même bien négatifs. Sûr, il y a eu des périodes de turbulence. Voilà, ouais. Et donc il lui reste quand même 40 000 euros sur un portefeuille à 100 000. Donc elle a de quoi encore investir, elle a de la marge pour faire encore de nouveaux investissements. Et puis en dernière position, on va retrouver Mathieu Stéphanie, qui avait pris un très mauvais départ, mais qui a remonté la pente, notamment grâce à des acquisitions dans les actions. Oui, parce que alors vous mentionnez Mathieu Stéphanie, effectivement, on peut les suivre également via d'autres formats digitaux. Ces participants, tous n'avaient pas décidé d'investir autant de ce portefeuille virtuel au début. Certains se réservaient pour des investissements réguliers, d'autres ont investi tout dès le début. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'évolutions ou de choix de changement de valeur, par exemple, ou d'investissement? Alors, effectivement, il y a eu peu d'arbitrage. Les positions qui sont prises restent en portefeuille. D'accord. On est sur une stratégie un peu plus, au moins moyen terme, voire long terme. Voilà, une stratégie plutôt moyen-long terme et il y a peu d'aller-retour, on va dire.
s'amusent pas à faire du trading court terme, c'est plutôt de l'investissement, donc sur du moyen terme, avec des prises de position sur des valeurs qui avaient beaucoup baissé. Je prends l'exemple de Netflix, par exemple, puisque Marie-France et Flavie ont investi sur Netflix. D'accord. Et elles ont une position gagnante dessus. Donc il y a aussi une approche, on va dire, par rapport à la situation de marché de l'entreprise. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça que, notamment sur des titres comme Netflix, eh bien, elles ont bien performé. Alors, on se souvient que les mois précédents, il y a des questionnements qui avaient été remontés. Vous aviez vous-même évoqué ces ordres stop qui avaient pu surprendre certains participants. Est-ce que ce mois-ci, vous avez pu constater des questionnements particuliers ? Non, là, la plateforme est bien intégrée par les participants. C'est vrai qu'on n'a pas eu de remontée sur des problèmes particuliers concernant la plateforme. Ou les choix d'investissement. Ou les choix d'investissement. Alors, les choix d'investissement qui ont été faits sur les crypto-monnaies, parce que je ne sais pas si vous avez vu, Nicolas, les crypto-monnaies ont quand même beaucoup baissé. Oui, bien sûr. Il y a eu, on va pas revenir dessus, les événements qu'on a vus, et les crypto-monnaies ont baissé. Donc, par exemple, pour Mathieu Stéphanie, qui a investi sur l'Ethereum et le Bitcoin, eh bien, son portefeuille en a pâti forcément, vu que ces cryptos ont fortement baissé quand même sur le mois de novembre. Mais ça n'a pas mené à des arbitrages pour autant. Ça n'a pas mené sur des arbitrages pour l'instant. On verra peut-être début 2023. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier d'être venu débriefer sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Team Invest. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Flavie Voyer, étudiante en Master 2 au sein de l'EDEC Business School. Bonjour Flavie Voyer. Bonjour Nicolas. Vous faites partie des 4 participantes au programme d'apprentissage en marge effectivement de l'émission Smart Invest. Cela fait donc 3 mois que vous investissez via un portefeuille virtuel sur la plateforme eToro. Comment se sont passés ces 3 premiers mois, Flavie ? Alors ces 3 premiers mois se sont plutôt bien passés puisque mon portefeuille est globalement à l'équilibre aujourd'hui et j'ai réussi à respecter les 2 critères que je m'étais fixés, investir dans les entreprises de la tech et dans les entreprises responsables. D'accord. Après, comme je débutais sur les marchés financiers, j'avais une stratégie plutôt prudente avec seulement l'achat d'actions et sans éléments trop complexes tels que effet de levier ou stop and loss. Bien sûr. Et mon approche était surtout top-down, c'est-à-dire que je réfléchissais d'abord au niveau des secteurs, puis je décidais des entreprises dans lesquelles j'allais investir. En matière de performance, vous êtes contente de l'évolution de votre portefeuille aujourd'hui ? Oui, alors il y a quelques baisses, ça dépend des valeurs. En fait, 3 valeurs tirent mon portefeuille vers le haut. Ce sont Netflix avec une croissance à peu près de 30%, Coursera, on est autour de 10%, et même chose pour Air Liquide. Mais je n'avais pas du tout anticipé la baisse du cours de Tesla et j'avais investi à peu près 15% de mon portefeuille dedans. Donc ça a joué. Et bon, même si je faisais du stock picking, c'est-à-dire que j'investissais dans des entreprises dans lesquelles je croyais sur le long terme en faisant abstraction du contexte de marché, ça a quand même impacté fortement mon portefeuille aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à y croire sur le long terme. Effectivement, là on parle de 3 mois d'investissement. Ça peut, l'évolution d'une valeur ou d'une action peut ensuite repartir et éventuellement à la hausse. Si je reste sur Tesla, vous dites que vous avez investi dans des valeurs dans lesquelles vous croyez. Pourquoi la stratégie globale, c'était d'aller chercher des valeurs plus responsables? C'est ça, c'est ce que vous nous disiez au début? C'est ça. En fait, sur Tesla, je croyais dans le besoin de passer à l'électrique sur le secteur de l'automobile. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dedans et le consensus reste positif puisque ils pensent que la valeur est sous-évaluée et elle devrait remonter à moyen terme, voire court terme, donc j'y crois. Et ça fait partie de mes investissements responsables puisque c'était un de mes critères et j'essaye de respecter un objectif ESG, en tout cas dans la majorité de mes investissements. Et alors, une dernière question justement pour faire la transition avec le sujet qui va nous animer après. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place une stratégie d'investissement avec un biais responsable, voire même climat? En fait, il y a une nouveauté sur la plateforme eToro, je crois depuis à peu près un mois, qui est un critère ESG. Donc, c'est-à-dire que chaque entreprise a une note sur 100 qui prend en compte 3 facteurs, le social, la gouvernance et l'environnement. Et moi, je me suis vraiment appuyée là-dessus pour être capable de valider mes choix d'investissement. Même si la note ne va pas plus dans le détail, moi, ça m'a été complètement suffisant pour la suite. Et d'ailleurs, Air Liquide fait partie aussi de mes valeurs un petit peu plus responsables. Et je l'ai fait parce que je croyais dans le besoin de développer l'hydrogène vert pour accompagner la transition énergétique et surtout l'enjeu de passer à grande échelle pour toute l'industrie et la mobilité. Merci beaucoup Flavie Voyer d'être venue sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. Merci Flavie Voyer. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Bismart.
Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Une question va nous animer durant une quinzaine de minutes à peu près. Comment construire un portefeuille responsable à son niveau? Ce qui va nous amener évidemment à évoquer les stratégies d'investissement responsable ou durable. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Sébastien Thévoux-Chabuel. Bonjour Sébastien Thévoux-Chabuel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes Head of Responsible Investment chez Comgest. Ce sont donc des sujets que vous connaissez bien. Vous allez nous expliquer comment on peut, à son niveau, mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Avant d'aller dans le comment, j'aimerais commencer par un petit peu de définition. Que veut dire investissement responsable, Sébastien Thévoux-Chabuel? Alors c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de définition universelle. Mais si on fait un tout petit peu d'histoire et qu'on reprend finalement les moments où ce terme est apparu et s'est imposé de lui-même, on est au milieu des années 2000. D'accord. C'est un moment où finalement un certain nombre d'investisseurs institutionnels, principalement en Europe, des fonds de pension, français, néerlandais, scandinaves et anglais, se posent la question de ce qu'est leur responsabilité. Et ça n'est pas un hasard si ce sont des fonds de pension. Parce que les fonds de pension, ce sont parmi les investisseurs ceux qui ont les horizons les plus long terme. On parle de plusieurs décennies, 30, D'accord. 40, 50 ans. Il y a quelque chose de particulier aussi dans le mandat qui leur est donné, c'est de traiter de la même manière, avec le même degré de souci et de soin, les bénéficiaires actuels et les bénéficiaires futurs. Il ne s'agit pas de compromettre les retraites futures avec les investissements actuels. D'accord. Qu'on est capable de servir aujourd'hui aux gens qui sont à la retraite. Et partant de là, finalement, des sujets comme le changement climatique, la capacité que l'on aurait à avoir suffisamment d'eau, de nourriture, sont des vrais sujets qu'ils sont obligés d'adresser. Et donc, dans ce milieu des années 2000, ils créent une sorte de club qui s'appelle les PRI. Donc, c'est en anglais, Bien sûr. Principles for Responsible Investment. Et pour rejoindre ce club d'investisseurs institutionnels, il faut s'engager à respecter une charte, une sorte de règlement, qui stipule quoi? Qui stipule qu'il y a un certain nombre de choses que l'on s'engage à regarder et à prendre en compte quand on est lorsqu'on investisseur. investit. D'accord. Exactement. Et ça demande un peu de ressources, donc c'est vrai que c'est plutôt au départ le domaine des investisseurs institutionnels, avec pas mal de ressources, pas mal d'équipes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire comment on prend en compte ces facteurs ESG dans la durée, dans chacun des investissements que l'on fait, mais on s'engage également à en être comptable, à en être redevable au travers d'un reporting. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, à partir du début des années 2010, eh bien, tous les membres de ce club doivent publier à la fois comment ils le font, enfin comment ils l'ont fait en fait sur les derniers mois, et ensuite ils sont même classés. Ils ont des notes comme en classe, comme des élèves. Et donc, on peut ensuite vérifier effectivement quel est le degré de maturité et ce qu'ils sont capables de faire réellement par rapport à ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que ça veut dire que quand on veut mettre en place une stratégie d'investissement responsable, il faut regarder les critères PRI et se baser là-dessus? Alors, si on est un investisseur institutionnel, un gérant de portefeuille, un gérant d'actifs, oui, c'est incontournable. Autant au début, c'était quelque chose finalement un peu niche, qui concernait surtout quelques investisseurs institutionnels européens, autant assez rapidement, à partir des années 2015-2016, c'est devenu un passage obligé. De quelques dizaines de membres, on est désormais à plus de 5000 membres de ce club. Et alors, côté particulier. Exactement. La vraie question pour les auditeurs, c'est que faire lorsqu'on est un particulier? Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément une obligation lorsqu'on est un particulier de respecter une charte que d'autres particuliers auraient décidé de mettre en place. Finalement, à un moment, l'investissement responsable, c'est beaucoup de choses qui relèvent de ses propres préférences. C'est ça, de ses opinions et de ses valeurs, pour le coup. Exactement. Et on est beaucoup moins contraint, comme ça peut être le cas lorsqu'on est un investisseur institutionnel ou un gérant d'actifs, un gérant d'OPCVM, d'essayer d'imaginer ce qui serait le dénominateur commun d'un large groupe de personnes. Parce qu'il faut reconnaître que dans l'ESG, il y a parfois un aspect un peu politique, un peu subjectif, qui relève de choix personnels. Et donc, il est beaucoup plus facile pour un particulier de savoir ce qui lui importe à lui ou à elle et agir en conséquence. Mais est-ce que pour autant on peut quand même s'appuyer sur des critères définis par la profession, les critères ESG par exemple, environnement, social ou gouvernance? Est-ce que en tant que particulier on peut s'appuyer sur certains outils pour définir sa propre stratégie d'investissement responsable? Je pense que lorsqu'on est un particulier, il est absolument essentiel justement de profiter de cette liberté dont la personne dispose pour établir des priorités. Finalement, qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui m'importe le plus? J'entendais juste avant que je n'arrive Flavie dire qu'elle avait choisi Tesla. Et Tesla, c'est absolument fabuleux, effectivement, par rapport à la thématique de la mobilité durable. Bien sûr. Avec une transition écologique et énergétique dont ils sont véritablement les fers de lance. C'est eux qui ont totalement lancé cette révolution. En même temps,
faut reconnaître que c'est une entreprise très controversée par rapport à sa gestion des questions sociales. Moi, je me rappelle avoir rencontré des travailleurs dans les usines en Californie. Le taux d'accidentologie, enfin même les accidents mortels sur les lignes d'assemblage étaient à des niveaux stratosphériques par rapport aux standards de l'industrie. On sait qu'en termes de gouvernance, Elon Musk est quelqu'un de controversé, mais qui est surtout quelqu'un qui ne respecte pas vraiment la démocratie actionnariale. On sait que la comptabilité a été créative. Donc on en arrive à se poser la question de est-ce que je suis plus investi, ou en tout cas plus engagé sur le sujet environnement au détriment du S ou du G, ou est-ce que le côté social ou sociétal m'importe aussi ? Exactement. À un moment, il faut peut-être choisir un peu ses sujets, ses batailles. Et le drame de l'ESG, c'est parfois de vouloir trop embrasser, de vouloir finalement essayer d'optimiser trop de choses en même temps et de se retrouver paralysé. Donc vraiment, un conseil au particulier, lorsque vous savez ce que vous voulez, quelles sont vos priorités à vous, eh bien, profitez-en. D'autant qu'il sera du coup beaucoup plus facile de concilier à la fois cette exigence de performance boursière, économique, parce qu'à un moment, c'est ça qui va faire la performance du portefeuille, et déterminer peut-être une ou deux choses avec lesquelles vous allez chercher effectivement à trouver le maximum de synergie. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, dans la tête en tout cas d'un certain nombre d'observateurs, il y a deux mondes. Il y a la performance financière, bien sûr, et la responsabilité sociale ou la durabilité. En fait, ces deux mondes peuvent se rejoindre et avoir une sorte de zone de recoupement, mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Il y aura des sociétés performantes, sur le plan économique et financier, qui seront peut-être assez irresponsables, d'autres qui sont très responsables, très vertueuses, mais qui ne seront pas très performantes sur le plan économique. Donc il faut savoir exactement ce que l'on souhaite et où ces deux zones se recoupent. Surtout quand on est un particulier, parce que quand on est un professionnel, on a la possibilité de diversifier un maximum son ou ses portefeuilles et ensuite de faire du stock picking régulièrement. Quand on est particulier, il faut suivre ça de manière un peu plus concrète. Donc vous avez mentionné le sujet du rendement. J'ai envie de vous poser une autre question qui est, faut-il, si je veux intégrer un biais climat, par exemple, ou environnement dans mon portefeuille, n'acheter que des valeurs qui sont 100% green ou 100% à impact positif sur l'environnement ? Alors, il faudrait déjà définir ce que l'on entend par 100% green, mais typiquement, effectivement, pour un particulier qui aurait des horizons plutôt long terme, et peut-être que j'en profite pour signaler que la notion de responsabilité, de durabilité, c'est sur des horizons généralement long terme. On parle d'investissement responsable, moins souvent de trading responsable. D'accord. C'est là où ces facteurs ESG aussi peuvent se matérialiser au travers de performances économiques. Généralement, à très court terme, on n'en voit pas vraiment les effets. Donc, si effectivement, il s'agit de concilier à la fois de la performance économique et des solutions par rapport à un certain nombre de défis de transition, il y a des titres comme Air Liquide, en France, Linde, qui est son concurrent américain, qui sont de magnifiques véhicules, car effectivement, ils contribuent énormément à la décarbonation d'un certain nombre d'activités, à l'émergence d'un certain nombre de technologies comme l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert, dont Flavie parlait, et je suis 100% d'accord avec elle, mais qui en plus ont fait la preuve de leur souci de faire des choses qui payent, qui sont rentables. Ce sont des sociétés qui ne sont pas altruistes, qui cherchent toujours effectivement à maximiser ces deux éléments, la rentabilité et le fait que des clients sont à la recherche de solutions propres, et ou en tout cas toujours plus propres que ce qui existait avant. Mais un Schneider Electric ou un Dassault Systèmes en France sont des sociétés qui sont complètement justement sur ces zones de recoupement entre performance économique et financière et performance environnementale. Alors, on rappelle qu'on ne fait pas de conseils d'investissement dans l'émission, mais qu'on donne des exemples, effectivement, qu'on illustre effectivement la stratégie que vous nous détaillez. Est-ce qu'il existe, alors j'ai parlé des critères ESG, il y a des labels également qui existent, des notations qui existent proposées par différents acteurs. En tant que particulier, sur quels outils très concrets je peux m'appuyer pour m'aider dans ma stratégie, puisque je ne vais pas aller éplucher les comptes de toutes les entreprises, ni tous les engagements pris par ces entreprises. Alors c'est vrai que ça peut être assez chronophage, j'en conviens. En même temps, je ne connais pas d'autres manières de le faire bien. D'accord. C'est vrai qu'il est tentant parfois d'aller voir effectivement ce que certaines agences peuvent raconter au travers de scores, avec des méthodologies parfois dont on n'est pas sûr de comprendre comment elles fonctionnent. Ce sont un peu des black box, parce que finalement il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte et qui sont mélangées dans un score. Ouais. J'en profite peut-être pour effectivement glisser quelque chose qui est très présent, très développé en France depuis longtemps, qui est l'approche dite ISR / best in class. D'accord. Où le principe de base, c'est qu'on peut investir sur n'importe quel secteur dès lors que l'on s'intéresse aux meilleurs élèves de la classe, au travers d'un scoring. Généralement, ça peut créer des choses un peu surprenantes. Il y a un grand nombre de particuliers, historiquement, ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi on pouvait retrouver
des sociétés de tabac, Bien sûr. ou des sociétés pétrolières. Parce qu'on n'exclut aucun secteur. Parce qu'on n'exclut aucun secteur. D'accord. Et parfois, savoir pourquoi telle société serait meilleure qu'une autre relève véritablement de l'épaisseur du trait. C'est un moment parfois finalement un peu tous pareil. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de proposer une solution clé en main, Bien sûr. hyper simple. Peut-être que le système de notation qui est désormais proposé sur eToro est déjà une sorte de première étape pour se familiariser et ne serait-ce que se poser des questions. Pourquoi telle société est mieux notée que telle autre? Et ensuite, on peut aller dans un rapport annuel et essayer de mieux comprendre. Donc il faut quand même, on ne peut pas se soustraire au fait d'aller comprendre soi-même pourquoi telle société est, selon ses propres valeurs, plus en phase avec ce dans quoi on a envie d'investir ou non. Exactement. Après, il y a aussi quelque chose qui marche assez bien lorsqu'on est un particulier. C'est finalement se demander, avant d'investir sur un titre, sur une société, si on utilise ses produits et si on se sent à l'aise avec l'idée que de plus en plus de consommateurs et de citoyens utiliseraient son produit. On peut se demander, est-ce que je serais heureux de savoir que ma fille ou mon frère aille travailler dans cette entreprise? Est-ce que j'en parlerai finalement avec fierté ou sans scrupule? Et là, vraiment, on rentre dans le dur. Parce que si on se pose ce genre de questions et que la réponse est négative à chaque fois, il n'est pas impossible que d'autres personnes, voire de plus en plus de personnes, aient elles aussi une réponse négative et que ça vienne à un moment impacter négativement le business de cette entreprise. J'allais vous demander justement, pour finir, quelles étaient les questions qu'on pouvait se poser pour mettre en place sa stratégie. Donc en fait, c'est ça la première question qu'il faut se poser, c'est regarder les entreprises et se demander si on serait un utilisateur ou un employé de l'entreprise en question, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est un luxe que le particulier a, qu'un institutionnel ou un gérant d'actifs ne peut pas avoir, car nous représentons finalement un grand nombre de clients. Il ne s'agit pas de substituer aux préférences individuelles de nos clients un choix qui serait finalement réducteur et potentiellement influencé par ses propres préférences. Nous, on a un devoir de neutralité. Donc vraiment, les particuliers ont cette possibilité. Et après, tout est possible, j'ai envie de dire. On peut imaginer effectivement qu'un particulier soit très à l'aise avec l'idée d'investir sur Meta/Facebook, Bien sûr, en dépit d'un certain nombre de questions, alors qu'un autre serait radicalement opposé parce que justement, il fait tout pour empêcher ses enfants de subir cette dépendance et les effets parfois un peu toxiques de l'utilisation de leurs produits. Donc il n'y a pas de stratégie universelle, mais il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour définir sa propre stratégie. Merci beaucoup Sébastien Thévou-Chabuel d'être venu sur le plateau de Smart Invest nous détailler ou nous donner quelques pistes en tout cas pour mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Je rappelle que vous êtes Head of Responsible Investment chez Comgest. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Tendance et Figures. Et nous continuons à présent avec Tendance et Figures, notre rendez-vous analyse technique donc sur le plateau de Smart Invest. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoints par Marc Daguer, président et fondateur de DT Expert. Bonjour Marc Daguer. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Merci. Je rappelle que vous êtes en train de lancer une structure de formation en plus qui s'appelle TNT, justement sur ces sujets d'analyse technique, et vous êtes venu nous expliquer comment reconnaître une figure de continuation. Alors déjà, qu'est-ce qu'une figure de continuation, Marc Daguer ? Alors Nicolas, vous savez que dans le marché, en gros, vous avez deux grandes familles. Soit vous avez un marché en tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, soit vous avez un marché qui va être en ce qu'on appelle nous des phases de consolidation, de temporisation. C'est-à-dire que ce sont des phases dans lesquelles le marché ne marque pas une tendance. D'accord. Dans ces phases-là, vous avez des figures qui peuvent parfois se dessiner, et certaines de ces figures sont palpables et reconnaissables, et elles font partie de la famille des figures de continuation. Donc pour répondre à votre question, une figure de continuation, c'est une figure qui ne va pas inverser la tendance du marché. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une figure de continuation à la hausse, vous allez en sortir à la hausse. D'accord. Et si vous rentrez dans une figure de continuation à la baisse, vous devez en sortir à la baisse. On rappelle que l'analyse technique n'est, comme tout élément boursier, absolument pas une panacée ni un tour de magie. Bien Donc sûr. là, je vous parle de forte probabilité. D'accord. Mais il faut savoir quand même que les figures de continuation les plus efficaces, comme celles qu'on va présenter aujourd'hui, fonctionnent 8, parfois 9 fois sur 10. Et c'est quand même là-dessus qu'il faut se baser pour justement essayer de... Ça n'est pas une certitude, mais c'est un indice ou un outil à prendre en compte. À quoi ressemble une figure de continuation? Marc Daguer, effectivement, dans quelques instants, on va présenter un triangle. Est-ce que c'est la seule figure de continuation qui existe? Alors, il y a plusieurs figures de continuation, comme il existe également des figures de retournement en parallèle, mais le triangle fait partie d'une de ces familles qui est sans doute une des plus efficaces, avec le drapeau que vous aborderez certainement une autre fois. Mais là, aujourd'hui, on a dit qu'on allait se concentrer sur le triangle, qui est efficace pour plusieurs raisons, comme on va le voir, à la fois dans son directionnel, mais également dans l'appréhension de la figure elle-même et comment la jouer. Un triangle, par définition, a une fin délimitée. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, d'un canal qui peut
théoriquement durer très longtemps, puisque c'est deux droites parallèles. Un triangle n'est pas formé de deux droites parallèles et on est obligé au bout d'un moment de sortir d'un triangle. Alors on voit un triangle qui apparaît à l'écran. Alors enfin, en tout cas, on voit une figure chartiste qui apparaît à l'écran. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un triangle? Voilà, exactement. Ça, c'est la bonne question. Alors effectivement, j'ai décidé de vous présenter un exemple très parlant à plusieurs niveaux. Il s'agit d'un triangle sur Amazon. Alors d'abord, pourquoi? Parce que Amazon, c'est pas une boîte qu'on a besoin de présenter. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît. Donc partie des ex-GAFAM. Je dis ex parce que les GAFAM aujourd'hui sont devenus les mamas quelque part, puisque Facebook est devenu Meta et Google est devenu Alphabet. Donc sur Amazon, on voit déjà, en regardant le graphique, que c'est une valeur solide avec une tendance haussière marquée. Bien sûr. Donc on va essayer de profiter des figures de continuation, en tout cas de temporisation d'une valeur comme celle-là. On voit ici un triangle. Alors ce triangle, on le voit, il a été délimité par deux traits bleus, contrairement à un véritable triangle géométrique qui est composé, d'ailleurs comme dans votre logo, de trois droites qui se coupent. Oui. Un triangle en AS technique est composé de deux droites qui ne se coupent pas. On a un côté qu'on appelle un côté supérieur, un côté inférieur. Et dans le triangle que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle un triangle descendant, parce qu'on a une base horizontale en bas, qu'on voit, et une base descendante en haut. On voit que les cours marquent, à l'intérieur de cette phase de consolidation, une pause dans la tendance haussière. On voit pour autant, à l'œil nu, qu'ils ne sont pas en train de marquer un retournement baissier. Les cours n'accélèrent pas à la baisse, ils ont mis un frein à leur tendance haussière et ils commencent à dessiner un triangle. Alors comment remarquer un triangle? Parce que souvent ce qu'on nous dit, c'est l'analyse technique c'est bien gentil, vous nous montrez le passé, mais nous ce qui nous intéresse c'est le présent. Bien sûr. Oui. Ce qui nous aurait intéressé ici, c'est de jouer ce triangle à partir du moment où on était à l'intérieur. Ce triangle, comme vous le voyez, il est encore intéressant. 2014-2015. Exactement. On voit, vous voyez, il a démarré en janvier 2014, il s'est terminé quasiment en janvier 2015, donc c'est quand même une phase de consolidation qui a duré 1 an. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, à l'issue de ce triangle, d'abord, comment on va le remarquer? Quand on finit par voir que les cours n'accélèrent pas à la baisse, qui finissent par trouver un niveau de support qu'on a marqué ici par les vagues que nous on appelle des vagues A, C et E, vous voyez, ces 3 points bas sont des creux qui se situent sur un niveau quasi horizontal. Donc on a déjà une première indication d'être peut-être en face de la base d'un triangle. Parce qu'un triangle a toujours une base horizontale. Alors un triangle a deux côtés, ça peut être il peut y avoir une base horizontale dans un triangle descendant ou ascendant, il peut y avoir deux bases qui ne sont ni l'un ni l'autre. D'accord. Pour autant, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir que les cours finissent par être enfermés d'un côté par cette base horizontale et de l'autre par cette droite qu'on a dessinée par lesquelles passent les sommets B et D, mais également le sommet d'avant triangle, c'est-à-dire le sommet de janvier. Et à partir de ce moment-là, on peut délimiter, si vous voulez, à partir du moment où vous avez fait la vague CD, là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans le triangle. Avant, si on veut être très honnête, on pourrait être tout à fait dans une autre type de figure de consolidation. Une fois que vous avez identifié ce triangle, et c'est là que c'est très important, vous allez savoir deux choses. D'abord, vous voyez, on est rentré dans ce triangle à la hausse. Figure de continuation, donc on doit en sortir à la hausse. Je dis bien on a de fortes chances d'en sortir à la hausse, ce qui a été le cas. Par ailleurs, vous allez avoir des calculs d'objectifs théoriques qui sont extrêmement efficaces. Et là, je vais vous les donner, puisqu'on les a marqués volontairement sur le graphique. Quand on sort d'une figure comme ça, on va dans un premier temps, ce qu'on appelle nous le premier objectif, ce qu'on appelle l'objectif minimal, qui est délimité ici en rose, on va reporter ce qu'on appelle la bouche du triangle. D'accord. Ouais. Voilà. Donc la bouche, c'est le niveau que vous avez entre, vous voyez, la vague A et le sommet du triangle. On a reporté cet écart-là à la sortie du triangle. Hein. C'est pour ça que je l'ai bien placé là, à la sortie du triangle. Et ça nous donne un objectif qui a été atteint, vous voyez, sur un gap après, par la suite, assez haut, et qui était assez précis, avant une petite phase de temporisation. Et là où c'est très efficace, et là où vous voyez, parce que ça je peux vous le dire, et les gens qui nous regardent vont tout de suite le comprendre, c'est que le second objectif, lui, qui est souvent le plus efficace, on va reporter l'amplitude de la hausse qu'on avait avant de rentrer dans le triangle, que je vous ai mise en violet là. Bien sûr. Et on va reporter cette amplitude exactement, cette fois, sur la base du triangle. Sur l'objectif 2. Voilà, voilà. Et l'objectif 2, et là je vous l'ai mis vraiment, c'est-à-dire que le logiciel l'a fait lui-même, il nous indique un sommet qui est quasiment arrivé avant la grosse phase de consolidation sur Amazon en décembre 2015. Et ça vous donne un potentiel extrêmement important. On va devoir finir là-dessus. Marc Daguerre, merci beaucoup de nous avoir détaillé le triangle en quelques secondes. Je rappelle qu'il existe plusieurs types de triangles, descendant, ascendant, symétrique ou en expansion, si vous voulez aller regarder chez vous. Merci Marc Daguerre, président fondateur de DT Expert. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.